Ok, super. Fabien, merci de prendre ce petit temps pour un échange. On va donner un petit peu de contexte à l'appel. Je vais te laisser te présenter dans 2-3 instants. Donc, tu as pris contact avec moi et tu avais des questions sur le Moxie. Là, on a déjà discuté pendant une bonne demi-heure off-air et on a eu plein de choses intéressantes à échanger. Donc, je me suis dit que ça vaudrait la peine d'enregistrer la suite de l'appel, peut-être même revisiter certains sujets sur lesquels on a touché avant. Donc, pour que les gens comprennent un petit peu le contexte, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît, Fabien? Oui, merci Sean. Fabien Pillard, je suis médecin au CHU de Toulouse. Je suis médecin du sport et plus particulièrement intéressé par la physiologie de la performance, enfin, des performances pour les Mhm. patients et pour les sportifs. Et j'avoue que j'ai une appétence peut-être un peu plus particulière sur les aspects développement force et mitochondrie. Ok. Et mitochondrie, donc toi, tu t'es procuré un Moxie récemment. Pour toi, quel était l'intérêt d'avoir un outil à disposition comme ça? Alors initialement, c'était de pouvoir basculer sur un complément d'information pour la mesure de la performance aérobie musculaire dans le cadre d'une détection de pathologie musculaire, c'est-à-dire d'intolérance fonctionnelle à l'effort pour des patients, parce que je suis aussi médecin et que je fais de l'exploration. Mais très vite, en me cultivant sur cette méthode qui est l'ANIR, ce que je connais par ailleurs, pour son principe en soi, je me suis aperçu donc qu'il y avait beaucoup de travaux qui étaient faits avec le MOXIE pour, on va dire, l'accompagnement à la performance avec de nouveaux indicateurs, de nouveaux concepts, on va dire, Mhm. en tout cas de nouveaux concepts pratiques. Et aujourd'hui, j'ai donc très envie de pouvoir devenir, on va dire, alors, autonome sur l'utilisation de cet outil pour rajouter cette mesure dans le cas d'un diagnostic. En tout cas, Mhm. pour m'accompagner dans le cas d'un diagnostic, c'est une pierre en plus à l'édifice de l'outil diagnostic par rapport aux outils déjà validés. Mhm. Mais j'ai aussi envie d'utiliser cet outil-là pour amener encore un peu plus à ma connaissance et à ce qu'on peut proposer pour, on va dire, optimiser l'entraînement. Et quand je dis optimiser, c'est le personnaliser, le codifier. Ouais, Et je ouais, trouve que plus, si on a une indication supplémentaire, ça ne peut être que plus dans le modèle. ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un peu l'approche que j'ai eue et sur laquelle je me suis focalisé récemment, surtout parce que pour donner un peu de contexte, j'ai pas de background académique. Tout ce que j'ai appris sur YouTube, j'ai appris sur les podcasts, 2, 3 cours en ligne que j'ai pu prendre. Et le Moxie, c'était un des premiers outils de mesure, on va dire, physiologique auquel j'ai eu accès il y a un peu plus d'1 an de ça. Et donc pour moi, j'ai commencé à la fin, entre guillemets, j'ai commencé avec le Moxie. Et après, maintenant, je suis gentiment en train d'ajouter toutes les autres facettes, la spirométrie, la mesure de la ventilation pendant l'effort, les échanges gageux, tout ça. Et donc, voilà, j'ai vraiment commencé depuis la fin. Mais c'est là où je me retrouve maintenant à me dire, en fait, voilà, le Moxie, et au début, tu n'en as qu'un seul et c'est super intéressant comme outil. Donc, tu te focalises un peu sur la mesure de cet outil-là ou de ce point de données. Ah, c'est un seul point de données, si on prend le SMO2 par exemple. Et là, maintenant, je me rends compte que, comme tu l'as dit, c'est une pierre à l'édifice. C'est une donnée que tu vas utiliser, que tu vas mettre en relation avec toutes les autres données que tu peux collecter pendant un test. Et c'est cette relation, en fait, avec toutes. Tu vas pouvoir trianguler, en fait, ce que tu es en train d'essayer de mettre en valeur, que ce soit des seuils de transition, premier seuil, deuxième seuil, que ce soit certaines interactions, certaines différences entre des groupes musculaires. Plus récemment, avec plusieurs MOXIE, je trouve super intéressant sur un cycliste, par exemple et c'est pas mon approche, je l'ai pas inventé, ça c'est Stuart Percival qui il l'a présenté l'année dernière pendant le Moxie Summit. Et il utilise, lui, il bosse avec des cyclistes pro et ils utilisent jusqu'à 14 Moxie sur un cycliste. En gros, ils arrivent à modéler toute la dynamique enfin, la dynamique de l'oxygène et du flux sanguin dans les membres inférieurs chez le cycliste. Donc ça va un petit peu plus loin que ce que je sais ou je peux faire. Mais en gros, simplement avoir un quadri, un ischio, un mollet et un avant-bras, par exemple, ça te donne déjà un aperçu super intéressant sur coordination musculaire, comment est-ce qu'ils recrutent les différents groupes à différentes intensités d'effort. Sur la course à pied, c'est pareil, tu mets un ischio, ben, c'est clair qu'à 6 km/h et à 16 km/h, l'ischio, il n'est pas utilisé pareil, même si tu le mets en termes relatifs par rapport à un quadri, par exemple. Mais voilà, c'est juste une pierre de plus à l'édifice. Et après, comment est-ce qu'on interprète ça? Ben, c'est un petit peu le nerf de la guerre. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure et on s'est centré un petit peu pendant un petit moment sur le THB, la mesure du THB. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Moxie, tu en ressors deux mesures, le SMO2 qui est exprimé en pourcent, qui est l'équilibre entre l'apport et l'utilisation d'oxygène, et ensuite le THB, Total Hemoglobin, l'hémoglobine totale, qui est un proxy pour le volume sanguin sous le capteur à un moment donné.
l'unité est plus ou moins arbitraire, donc c'est pas ça qui est intéressant, c'est plus la tendance. Mais comme on le disait avant, c'est pas une mesure qui est facile à interpréter du fait qu'on a une vasodilatation métabolique qui se passe en réponse à la désoxygénation, ou à l'extraction d'oxygène. On a une vasoconstriction sympathique, donc notre système nerveux qui va réduire en gros la taille des tuyaux parce que si on vasodilate tout d'un coup, il n'y a pas assez de sang pour faire tourner l'organisme. Et après, il y a encore la compression ou l'action mécanique, on va dire, du muscle sur les vaisseaux qui va avoir un impact. Donc, le THB est super compliqué à interpréter, ce qui correspond un peu avec ce que toi, tu as vu ou tu as pu en tout cas comprendre jusqu'à maintenant avec l'utilisation de l'outil, quoi. Tout à fait, ouais. Après, moi, enfin, la chance que je peux avoir, c'est pour ça que l'outil m'intéressait, c'est que je peux l'utiliser avec une chaîne d'ergospirométrie. Comme tu le disais, je peux le coupler avec on va dire, tout ce qu'on sait faire de façon visuelle sur la mesure des paramètres métaboliques avec de la ventilation et de la chaîne de consommation de gaz et des paramètres cardiaques directs ou indirects. Ouais. Ça, c'est pour moi intéressant, mais le seul maillon qui manque à ce niveau-là, c'est effectivement ce qui se passe au niveau musculaire, même si on dit que ce qui se passe à la bouche est le reflet de ce qui se passe au niveau musculaire, puisque c'est une chaîne continue et que théoriquement, il n'y a pas de limite, les compartiments sont ouverts. Et ça reste quand même intéressant on va dire, de spécifiquement, dans un territoire sollicité, de cibler ça. Et tu prenais l'exemple, cette étape-là, tu prenais l'exemple de la course à pied. La discussion, c'est autant en vélo, ça me paraît plus simple de dire on va le positionner sur un quadri parce que bon, l'effort, ok, on a besoin des ischios, mais c'est surtout le quadri qui va pousser. Même si pendant la phase de tirage, on va tirer mais, avec les ischios. Mais sur la course à pied, puisque tu en parles, je me pose la question de savoir si demain je dois faire un 50.5 sur de la course à pied, est-ce qu'il vaut mieux mettre le Moxy sur le quadri ou sur l'ischio si j'en ai qu'un? Voilà, est-ce qu'il en faut deux? Ouais, ça c'est une bonne question. Alors, de ce que j'ai vu récemment, Brett Kirby a publié un papier récemment sur un papier super intéressant qui, en gros, commence à mettre en lien, et c'est le deuxième que j'ai vu cette année, donc c'est en train de prendre la sauce est en train de prendre de ce côté-là, mettre en relation le modèle de puissance critique et W' avec, en gros, l'oxymétrie musculaire et d'utiliser les paramètres d'oxymétrie pour estimer un critical metabolic rate, donc un seuil critique, mais au niveau oxymétrie, pas au niveau d'un calcul qu'on ferait pour atteindre une puissance critique donnée ou une vitesse critique donnée. Et donc là, il y a des choses intéressantes à faire. Lui, il travaille beaucoup avec des coureurs. Il a travaillé avec Eliud Kipchoge, notamment sur le Breaking 2. Il fait partie de l'équipe de recherche de Nike. Et alors, lui, il préconise d'utiliser le droit fémoral au niveau du quadri pour les coureurs parce que ça. Alors, il y a des comme tu le sais mieux que moi, il y a des différences on va dire de cinétique de l'oxygène suivant les groupes musculaires, suivant leur proportion de type de fibres lentes, fibres rapides, suivant si c'est des muscles superficiels et profonds. Et donc, il semblerait qu'on ait un signal un petit peu plus dynamique entre guillemets avec le droit fémoral par rapport au vaste latéral. Le vaste latéral étant en général un petit peu plus axé fibres rapides et plus superficiel également. Donc, en gros, il désature un petit peu plus vite par rapport à l'autre. Donc, là où si tu mets en gros sur les deux groupes musculaires pendant un effort donné, ce que tu verras très, très souvent, c'est un vaste latéral qui désature beaucoup plus tôt et qui après atteint un certain plateau. Et alors que le droit fémoral, il va être un petit peu plus progressif. Donc, je pense au niveau du quadri. Il va descendre plus bas. Il descendra plus bas. Ça dépend qui et ça dépend sur quel type d'effort. C'est là aussi où ça devient intéressant d'avoir plusieurs unités, c'est que tu vois pas nécessairement les mêmes choses chez tout le monde. Comme tu disais, de voir ce qui se passe à la bouche, c'est bien. Et certes, c'est une mesure de ce qui se passe au niveau sur cette chaîne complète, mais ça te donne pas tous les paramètres qui font partie de la chaîne. Tu vois, respiration, cardiovasculaire et musculaire ou métabolique. Et donc de voir ce côté métabolique, ben voilà, tu testes des gens, deux personnes peuvent avoir des VO2 équivalentes et on va dire un profil comment dire ça, si tu les regardes, tu te dis ben voilà, ces deux personnes, elles fonctionnent à peu près la même chose, elles ont la même VO2 max, mais après tu les testes et tu en as un qui arrive à désaturer à 8% sur les muscles moteurs sur un effort de haute intensité, alors que l'autre elle est coincée à 40-45%. Donc tu vois que c'est pas, ils font le même travail au niveau rendu, mais pas de la même manière. Donc ouais, pour revenir à ce qu'on disait avant, je pense le droit fémoral au niveau de la course. L'ischio peut être intéressant aussi, mais encore une fois, je pense qu'il y a peut-être, et peut-être tu peux me corriger là-dessus, il y a peut-être
y a une différence de recrutement qui est assez importante selon la vitesse de course de l'ischio, suivant si tu jogues ou tu commences à courir vite ou à sprinter. Ce n'est pas du tout le même type de sollicitation sur l'ischio, alors que peut-être sur le quadri, c'est un petit peu plus constant et ce sera un meilleur reflet de la progression d'intensité sur ce muscle-là. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'en pense exactement ce que tu viens de dire, c'est que plus on va aller sur de la vitesse, plus on va recruter les ischios par rapport à la propulsion. Ouais. Et en plus, la question qu'on se pose, c'est parce que moi, j'ai pas eu la réponse récemment, je me suis posé la question de faire justement des prélèvements d'ischio-jambier pour des protocoles de recherche, parce que je ne pouvais pas avoir accès au quadriceps alors que je pouvais avoir accès à l'ischio. Pourquoi? Parce que sur des chirurgies de genoux, le chirurgien, forcément, il prend l'ischio. Je me suis dit, d'une pierre deux coups, allons-y. Le problème, c'est que j'ai du mal dans la littérature à trouver le phénotypage commun, consensuel de l'ischio-jambier. Autant, tu veux faire de la recherche sur la mitochondrie, tout le monde fait du vaste externe, et c'est consensuel. Donc, je pense que là, tu ne peux pas y couper. Autant, si tu décides de dériver un petit peu la chose en disant, je vais prendre un autre site de prélèvement parce que j'y ai accès de façon moins, entre guillemets, invasive. C'est-à-dire, en clair, c'est une action qui va être, on va dire, incluse dans un prélèvement obligatoire. J'ai eu du mal à trouver les phénotypages métaboliques d'un ischio-jambier. Voilà. Et ça me pose souci parce que si on était capable de dire avec justement des mesures indirectes qu'un ischio est capable de désaturer à des bons niveaux, un peu comme va le faire un vaste externe ou un droit fémoral, c'est quand même un argument indirect pour dire qu'il est très probablement pas si mal au niveau oxydatif. Donc, ça veut dire que si on voulait étudier l'aspect cellulaire de cette dimension métabolique, c'est-à-dire en clair la dimension mitochondriale, peut-être que ce serait l'occasion d'avoir de façon plus courante des prélèvements d'ischio-jambier, puisque aujourd'hui, un chirurgien qui opère un croisé en urgence ou on va dire à distance assez proche, pour pas qu'il y ait un déconditionnement du genou, il fait forcément forcément, il fait très souvent un prélèvement d'ischio-jambier pour faire la plastie. Donc, c'est quelque chose qui peut potentiellement ouvrir des voies de recherche, des voies de développement. Mais le souci, c'est que, encore une fois, je ne suis pas sûr du raisonnement et de la véracité de ce que je suis en train de penser. Est-ce que l'ischio est un muscle à potentiel oxydatif? Au moins aussi oxydatif qu'un vaste externe et peut-être au moins aussi oxydatif qu'un droit fémoral. Je ne sais pas. Faudrait que je creuse dans les 2-3 données que j'ai sur des coureurs, mais en tout cas, ce que je vois moi de l'extérieur, c'est que tous les groupes musculaires, ils ont un potentiel oxydatif qui est présent. J'ai rarement vu, et si je le voyais, c'était sur la totalité des groupes musculaires que j'analysais, ou des valeurs de SMO2 qui restent assez hautes en fait, par rapport à ce qu'on voudrait voir à des efforts de très haute intensité. Et donc, j'ai jamais vu on va dire, un groupe musculaire, par exemple, qui reste toujours à des valeurs d'oxygène qui sont hautes. Il y a toujours un effet de désaturation, peu importe le groupe. Après, je sais que j'ai aussi vu des études sur justement le phénotypage de certains athlètes en utilisant la NIRS. Donc, suivant en fait la courbe générale que tu as sur un effort progressif, ça peut t'informer sur est-ce qu'ils sont plus fibres lentes, fibres rapides, étant donné qu'ils vont pas avoir les mêmes entre guillemets stratégies oxydatives aux différentes intensités. Ça, je l'ai vu effectuer. Maintenant, est-ce que tu pourrais faire par exemple avec plusieurs MOXIE sur une jambe, sur différents groupes musculaires et faire un test d'hyperémie réactive et voir des différences de pente de désaturation sur ces différents groupes musculaires et ensuite inférer à partir de ça la capacité oxydative du groupe musculaire? Oui, on peut l'imaginer en tout cas, mais après, je ne sais pas comment le valider versus un gold standard, quoi. C'est toujours la même problématique. Il y a du rationnel et puis après, il y a de la preuve. Ouais, Donc, voilà. évidemment, c'est en discutant qu'on va finir par peut-être trouver une personne qui va te donner la clé et qu'on va trouver le bon modèle pour le valider. Ouais, non, exactement. C'est intéressant, c'est d'en discuter et la solution, on ne l'a peut-être pas aujourd'hui, mais à force, on va peut-être arriver à trouver une solution. Non, on est d'accord et c'est pour ça que je m'efforce d'avoir ces conversations et comme on le fait maintenant. Et d'ailleurs, je te remercie de les enregistrer et de les partager. Merci d'avoir répondu parce que j'avais ces questions et c'est très, très, très intéressant de pouvoir discuter. Ouais, non, c'est vraiment super intéressant et j'invite tous ceux qui nous écoutent peut-être maintenant et qui ont peut-être des idées, des pistes de réflexion à partager dans les commentaires parce que comme tu l'as dit, c'est en échangeant qu'on va avancer. Tu vois, toi, ça fait combien d'années que tu pratiques en médecine, Fabien? Moi, ça fait presque 20 ans.
Voilà. Et Donc ça toi, fait seulement un an que j'ai le Moxie et je l'ai jamais encore vraiment réellement utilisé. Même pour l'expérimenter, je l'ai mis en place pour voir que ça marchait. Je ne l'ai jamais réellement utilisé et je suis impatient de pouvoir commencer les 5.5 là, les tests, les incrémentaux, commencer à me mettre dans le bain, à me challenger sur les mesures, sur l'interprétation de façon standardisée, de façon à avoir un cadre. Puis après, à évoluer pour avoir des cas un peu plus particuliers. Et voilà, ça fait un petit moment, mais je n'ai toujours pas encore fait parce que c'est compliqué, il faut le maîtriser, il faut le mettre en place proprement, il faut assurer la validité de la mesure. Ça aussi, c'est un gros problème en métrologie. Hein. D'accord sur le fait qu'une machine, elle te dit toujours une valeur, mais il faut en valider la mesure. Et après, il faut interpréter ces mesures. Donc, tout ça, c'est un long processus d'apprentissage et de maîtrise. Non, bon, on est d'accord, mais je pense que c'est avec des gars comme toi qui sont ouverts à explorer ces nouvelles technologies, mais qui ont déjà un petit peu de bouteille, un petit peu de temps passé dans le métier, et pour peut-être arriver bah voilà, à joindre les wagons, on va dire, à rajouter cette pièce à l'édifice au bon endroit, parce que ouais, je pense que c'est une des choses qui manque à l'heure actuelle avec le Moxie. Il n'y a pas encore il y a pas un guide d'interprétation du Moxie, tu vois. Il y a des cours que d'ailleurs, je parlais d'Evan avant, il a fait un cours qui est bien complet aussi sur le Moxie, tout l'aspect physio de l'entraînement, du testing, etc., qui est très, très bien, mais il reste qu'il n'y a pas de consensus, où il y a peu de consensus sur certaines choses. Je partage certaines fois des mesures que j'ai, par exemple, des mesures que j'ai pu effectuer sur une nageuse qui fait de l'ultra swim. J'ai partagé ça sur le forum de Moxie et tu as 4-5 personnes qui répondent et tu as 4-5 avis et des perspectives différentes. Donc, c'est super enrichissant parce que ça ouvre plein de portes, mais tu t'en sors avec plus de questions que de réponses. Mais ça requiert, je pense, cet état d'esprit d'être ouvert à justement poser plus de questions et à peut-être pas toujours avoir les bonnes réponses avant de pouvoir se recentrer sur quelque chose de cohérent, quoi. Tout à fait d'accord. Ouais. Dernière chose dont je voulais parler avec toi, tu l'as mentionné avant et c'était super intéressant pour moi. On parlait des intervalles de travail à très très haute intensité ou pas très très haute intensité, disons à de très très haut pourcentage de fréquence cardiaque max. Et je parlais de contractilité, de comment le cœur fonctionne en tant que muscle, comment le myocarde se contracte par rapport à un autre groupe musculaire où tu as le principe de taille qui va entrer en effet. Et tu me parlais en fait du mécanisme derrière qui régissait, on va dire, l'adaptation qui se passe quand tu fais du travail à des hauts pourcentages de ta fréquence cardiaque max. Est-ce que tu peux nous refaire un petit peu l'explication? Parce que autant moi j'ai on va dire l'approche de la mise en application sur du travail d'intervalle pour des gens qui passent pas beaucoup de temps à ces intensités-là ou à ces fréquences cardiaques-là. Et j'ai vu des retours extrêmement bénéfiques pour ces gens-là en termes d'adaptation et de résultats à l'entraînement et de performance. Mais tu as pu m'expliquer avant le mécanisme derrière et je trouvais ça super intéressant. Donc, je te laisse y aller avec ça. Ouais, de façon, on va dire, simple, même si le principe de taille, il est connu pour le muscle périphérique, mais c'est un principe qui est lié à l'excitabilité du motoneurone, où les grosses unités motrices ont un motoneurone plus excitable que les petites unités motrices, donc les unités de force. Pour le cœur, on va dire, ça va aller dans le même sens, mais ce n'est pas lié au principe de taille, puisqu'on n'est pas sur un mode d'innervation, on va dire, comme un muscle squelettique. Et ce qui se passe, c'est que pour une haute fréquence cardiaque, on a un temps d'imprégnation calcique qui est nettement supérieur à des basses fréquences cardiaques. Pourquoi? Parce que l'impulse de stimulation cardiaque va faire que l'extravasation calcique dans le sarcoplasme va devenir en termes de durée supérieure au temps de recaptage ou d'extrusion hors de la cellule. Mmh. Ce qui fait que tu as à peine déclenché l'ordre d'imprégnation calcique du réticulum sarcoplasmique vers le sarcoplasme que la logique voudrait que tu récupères ce calcium par les CRK et que tu le sortes de la cellule à hauteur de 20% et 80% de récupération. Mais tu n'as pas eu le temps de le refaire rentrer, que tu as de nouveau un stimulus qui va faire travailler le récepteur à la ryanodine, l'hydropyridine, ressortir le calcium. Mais en fait, tu te retrouves imprégné de calcium sur des temps plus longs. Ce qui fait que de cause à effet, tu vas maintenir le myocarde sous tension plus longtemps puisque le calcium va être l'étincelle qui va générer l'activation anti-myosine, la génération du pancrémyosine. Et ce qui fait que c'est ce qu'on appelle l'effet trap ou effet Broditch. Tu vas avoir une augmentation de la force de contraction avec la fréquence cardiaque. Alors, la finalité, voilà, pour peu que je ne sois pas cardiologue, mais que je connais quand même un petit peu la physiologie cardiovasculaire,
ça serait de limiter, on va dire, l'effet inverse qui est que quand tu as une augmentation de fréquence cardiaque, par définition, tu raccourcis ton temps de diastole. Et que si tu raccourcis le temps de diastole, tu remplis moins. Si tu remplis moins, tu éjectes un pourcentage en valeur absolue, donc de moins de ce que tu as rempli. Donc, si tu remplis moins, tu risques d'éjecter moins. Pour essayer de contrer ça, l'augmentation de fréquence cardiaque avec cet effet renforcement de la contractilité cardiaque, ça limiterait un petit peu ce que tu perds en temps de remplissage en le ramenant sur de la contractilité. Voilà. Donc, de combien, je ne peux pas le dire, mais en tout cas, le phénomène, il est présent. Et c'est un phénomène au même titre que la régulation autonome de Starling, un phénomène autonome, un phénomène propre à la fonction cardiaque. Voilà. Et ce n'est pas un phénomène régulé par le nerf ou par les catéchos. C'est un phénomène qui est propre à la dynamique cardiaque. Et de ce que tu en sais, est-ce que c'est ensuite une propriété, on va dire, du cœur qui va avoir un transfert à toutes les intensités de contraction ou uniquement sur la partie haute? Alors, plutôt sur la partie haute, puisqu'on te dit que c'est pour des intensités de fréquence cardiaque élevées. Alors, j'avoue que là, à combien, j'en sais rien, mais de mémoire, ça dépend aussi de l'âge, mais on va dire que de mémoire, il me semble avoir lu que tu commences à avoir cet effet dès que tu tapes plus de 160, 170 pour des athlètes, enfin, des gens d'âge plutôt jeune, quoi. Donc, tu vois, c'est que ça reste quand même pour des intensités qui sont quand même relativement hautes. Okay. Et plus tu vas stimuler, plus tu vas avoir une augmentation de fréquence cardiaque au-delà de ces fréquences cardiaques pour des sujets à peu près à 180, 190 de max, plus tu vas renforcer ton effet trap, en fait. Ton effet imprégnation calcique. Voilà. Alors, attends, c'est quoi? Je vais vite nous sortir un petit graphique là parce que justement, c'était un des athlètes qui a effectué ce type de travail après qu'on ait fait une séance de profilage. Et le graphique est assez parlant, donc je serais intéressé de voir ton commentaire dessus. Donc là, on a les valeurs. En gros, j'ai pris la dernière minute de chaque palier d'intensité et je l'ai comparé. Donc ça, c'est à 2 mois d'intervalle à peu près. Donc il a fait deux mois d'entraînement avec justement ces intervalles à très haut pourcentage de fréquence cardiaque max. Et tu vois que en termes de… Il épargne de la fréquence cardiaque. Donc, Pardon? il épargne de la fréquence cardiaque au bout de 2 mois d'entraînement. Ouais, il a 440 watts par exemple, il est tombé de 14 battements par minute quand même. Ouais. Donc, il a probablement augmenté sa contractilité et amélioré son temps de remplissage. Exactement. Et donc ça, c'est sur des entraînements de ces intervalles à très haut pourcentage de fréquence cardiaque. Et j'en ai un autre encore, j'arrive pas à le retrouver là à l'instant. Mais en gros, après ça, il a fait 2 mois avec pas mal de volume en zone 2, donc d'endurance de fond, on va dire, pour ceux qui parlent avec ce vocabulaire-là. Et ce qu'on a vu après, c'est que ça a plus affecté les valeurs basses de sa fréquence cardiaque et que toutes les valeurs, les moyennes, on va dire, à basse intensité, elles avaient descendu aussi. Et donc, donc ça fait que sur les 4 mois d'entraînement au total qu'il a fait avec ces 2 protocoles d'entraînement, on a vu une réduction à chaque palier d'intensité entre 10 et 15 battements, ce qui est assez important quand même. Ouais, ben après, ça revient toujours au même discours. Il faut décloisonner les idées. Hein. C'est pas parce que tu t'entraînes au seuil que tu améliores que le seuil, c'est pas parce que tu t'entraînes au VO2 max que tu améliores que le VO2 max. Ouais. Les entraînements à toutes les intensités vont potentiellement améliorer les autres intensités, mais plus spécifiquement l'intensité que tu cibles. Et moi, je pense qu'il faut décloisonner ces approches-là et revenir à quelque chose c'est le principe de la polarisation, c'est le principe du transfert. Travailler sur les cinétiques, jouer sur les intensités ou jouer sur les temps de récup. Enfin, je veux dire, il faut balayer, quoi. Il faut balayer. Ouais. Si on a autant de plasticité, c'est pas pour rien, quoi, je pense. Hein. Après, les modèles simples, c'est des modèles qui ont pour intérêt d'être pédagogiques, d'être applicables, d'être autonomisables, mais ce n'est pas des modèles biologiques on va dire, sur le fond, parce que le système, il n'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait penser, quoi. Il est justement éminemment plastique et c'est ce qui fait l'intérêt de notre biologie, quoi. Donc, plus on arrivera à travailler sur l'identification des profils et sur les possibilités, plus on pourra justement sur un entraînement éviter ce fameux concept de monotonie qui est l'ennemi, on va dire, de l'entraîneur, quoi, et du sportif. Et je pense que pour rompre la monotonie, il faut balayer. Et justement, par définition sémantique, c'est une rupture de monotonie. Et ça a aussi un intérêt parce que la rupture de monotonie, elle te permet de progresser. Alors qu'on le sait, les entraînements monotones, à un moment donné, tu limites la progression. Ouais. Non seulement tu sécurises, tu progresses et c'est beaucoup plus ludique en plus. Donc, moi, je trouve que c'est la clé de la démarche, quoi, sur le long terme en tout cas.
Non, on est tout à fait d'accord. Fabien, tu m'as ôté les mots de la bouche pour la conclusion. Je pense que c'était parfait pour conclure notre petit échange. En tout cas, je voulais encore une fois te remercier d'avoir pris le temps de me contacter et d'avoir accepté que j'enregistre cet échange et le partager avec le monde. Et comme je l'ai dit avant déjà, ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent continuer cet échange et cette discussion, laissez un commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas à étendre un petit peu sur ce que vous pensez, ce que vous avez pensé, si vous avez des remarques, si vous avez des suggestions, si vous avez des contre-arguments ou quoi que ce soit. On est là pour tous échanger et tous apprendre. Fabien, merci encore une fois et Et j'espère qu'on aura. ouais, Vas-y, vas-y. je t'attends à Toulouse pour un petit match, hein, si j'ai bien Ouais, compris. c'est Voilà, ça. si c'est pas Toulouse, ça sera Castres. Mais c'est promis, si tu viens, tu me fais signe et on ira faire ce qu'il faut. Je te prendrai au mot avec grand plaisir, Ah, Fabien. Merci mais, quand tu encore. veux, Et puis à tout bientôt. Bonne suite. bientôt. Ciao. Salut, au revoir à tous. Au revoir.